Mardi 4 janvier, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de ce journal. Au Tchad, les travaux du dialogue national prévus le 15 février prochain suscitent plusieurs interrogations au sein de la population tchadienne. On en parle dans un instant. Au Yémen, le cargo battant pavillon émirati exhibé par les Houthis. Le porte-parole militaire des Houthis parle de transport de matériel militaire. Venezuela, Juan Guaidó confirmé au poste de président par intérim par l'Assemblée nationale. Les détails dans ce journal. Énergie, nous reviendrons sur la réunion de l'OPEP+, qui s'est tenue dans la journée. Une décision qui va dans le sens des dernières spéculations des observateurs en ressort. Et on entame donc ce journal avec les travaux du dialogue national au Tchad, prévu le 15 février. Un dialogue annoncé il y a quelques jours par le président du Conseil militaire de transition, Mohamed Idriss Déby. Plusieurs questions planent depuis cette annonce auprès de la population tchadienne qui voit déjà les influences des officines des grandes puissances et le maintien de Mohamed Idriss Déby au pouvoir. Plus de détails avec Tinian Makassi. C'est le 15 février prochain que commenceront au Tchad les travaux du dialogue national annoncés il y a quelques jours par le président du Conseil militaire de transition, Mohamed Idriss Déby, avec pour objectif ultime l'adoption d'une nouvelle constitution et l'organisation de 2 échéances électorales, à savoir présidentielle et législative. Mais ces promesses et le format de ce dernier poussent les Tchadiens à se poser des questions. Le président du Conseil militaire de transition, Mohamed Idriss Déby Itno, opte pour un dialogue national inclusif au lieu d'une conférence nationale souveraine inclusive. Et d'une vue panoramique, le choix du dialogue national inclusif cache des intentions réelles de Mamad Kaka de conserver le pouvoir à la fin de la transition. En plus du format et de la forme, les Tchadiens s'inquiètent aussi des aptitudes politiques du jeune Mohamed Idriss Déby, et ce, en dépit du statu quo international en sa faveur. D'ailleurs, des interrogations demeurent entières sur la capacité du jeune Mohamed Idriss Déby Itno à diriger, qui demeure un sujet d'inquiétude persistant vu ses récentes tribulations diplomatiques. En dépit de tout cela, poussé par le fantasme allumé par ses lubies et les forces obscurantistes du statu quo qui désormais l'entourent, le président du CMT a pris le goût des lambris dorés du palais et des privilèges qui vont avec. D'autres points noirs viennent semer le doute autour de ce rendez-vous, qui se veut un nouveau départ pour le Tchad, notamment l'influence des puissances étrangères sur les politiques internes du pays. D'aucuns estiment que les résolutions du dialogue national inclusif futur seront à l'image de celles de forums nationaux inclusifs passés et préfabriqués dans des officines étrangères obscures avant d'être juste adoptées en plénière. Pour rappel, la première étape s'est tenue en novembre dernier. Pendant plus de 2 semaines, plusieurs équipes du comité d'organisation du dialogue ont été dépêchées dans les provinces et à l'extérieur du pays, en vue de recueillir l'avis des Tchadiens sur ce rendez-vous qui se veut historique. Et suite à la proposition du Mali d'une prorogation de la période de transition de 5 ans, un sommet extraordinaire sur le Mali se tiendra dimanche 9 janvier à Accra, capitale du Ghana. Annonce faite par la CEDEAO. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a expliqué que cette prorogation sera utile pour avoir les meilleures conditions d'élections libres, transparentes, crédibles et acceptables par tous. Je vous propose de l'écouter. Nous espérons qu'en retour, la CEDEAO pourra venir pour pouvoir engager des discussions techniques avec nous pour voir dans quelle mesure nous pourrons avancer vers une solution consensuelle et l'adoption d'un chronogramme qui puisse consacrer le retour de notre pays dans un ordre constitutionnel normal. Vous savez qu'il y a toujours des discussions possibles pour pouvoir vraiment vérifier le contenu des différentes options qui ont été arrêtées pour arriver à une solution.
Et Abdoulaye Diop qui a par ailleurs invité le médiateur pour le Mali à se rendre à Bamako à partir de demain mercredi. Ali Bongo Ondimba, président du Gabon, a annoncé que son pays deviendra le 55e État membre du Commonwealth en intégrant l'organisation intergouvernementale en 2022. Un tournant très important pour le Gabon, ancienne colonie française. Le président gabonais qui assure toutefois que son pays n'abandonnera pas son identité francophone. On écoute. En 2022, notre pays devra intégrer la grande famille du Commonwealth, une famille forte de 54 États. C'est un tournant géopolitique majeur pour notre pays qui désire, dans un monde globalisé, s'ouvrir et adhérer à un autre espace multiculturel également porteur pour notre pays. Avec à la clé de nouvelles opportunités pour nos jeunes, pour nos entreprises, par l'apport diplomatique et économique que le Gabon pourra en tirer. En Libye, une réunion a été organisée hier, lundi, entre la conseillère du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, Stéphanie Williams, et le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed El Menfi. Cette rencontre ayant pour but plutôt de faire le point sur la situation sécuritaire et politique du pays et discuter des échéances à venir, notamment concernant la tenue d'élections présidentielles pour une rapide sortie de crise. Souhila Akilal. Le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed El Menfi, et la conseillère du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, Stéphanie Williams, se sont entretenus lundi à Tripoli, la capitale libyenne, pour passer en revue les derniers développements du processus politique en Libye et faire le point sur les efforts de la mission des Nations Unies pour favoriser une solution politique à la crise libyenne en tenant compte de toutes les parties impliquées dans le processus politique. Lors de cette réunion, les participants ont mis en exergue quelques points importants à une sortie de crise rapide, à savoir l'importance de respecter les conclusions du dialogue politique, de réussir la réconciliation nationale, de préparer la tenue d'élections et de répondre aux aspirations du peuple libyen en édifiant un État unifié et démocratique tout en rétablissant la paix et la stabilité dans le pays. La Chambre des représentants a annoncé de son côté la suspension de sa session consacrée à l'audition de la commission électorale à laquelle il a été demandé de soumettre une proposition pour la date des élections suite à l'annulation des élections présidentielles dont la tenue était prévue pour le 24 décembre dernier. Le président de la commission électorale, Imad Assayah, a expliqué que la tenue des dernières élections avait été empêchée pour plusieurs raisons, notamment des décisions juridiques contradictoires, des jugements rendus après la période prévue par la loi et les menaces à l'encontre de la commission électorale. Pour rappel, les divergences internes persistent entre les institutions officielles libyennes concernant les lois électorales. Ce rendez-vous électoral constitue un espoir pour les Libyens qui aspirent à voir disparaître le conflit armé qui ensanglante leur pays depuis des années. Interpellé il y a 3 jours, hospitalisé depuis hier, l'ex-ministre de la Justice, député et vice-président du parti Dennahda en Tunisie, Nordin Bheri, est poursuivi pour octroi illégal de passeports et de certificats de nationalité. Déclaration faite hier par le ministre tunisien de l'Intérieur, Taoufer Sharfeddine. Il s'est exprimé sur l'affaire Bheri sans le nommer. Le ministre tunisien a assuré que les récentes décisions d'assignation à résidence ont été prises conformément à la loi et à la suite d'enquêtes actuellement en cours. Et en Afrique du Sud, l'incendie au Parlement au Cap, qui a fait rage pendant 2 jours, semble enfin être maîtrisé depuis ce matin. Après une accalmie, le feu avait repris de plus belle dans l'après-midi hier, favorisé par un vent fort. Tard dans la soirée, les secours n'avaient aucune idée du temps qu'il leur faudrait encore pour venir à bout du feu qui a soudainement repris peu avant 16h, heure algérienne. Aucune victime n'est à déplorer. Et dans l'est de la République démocratique du Congo, 8 personnes ont été tuées dans la nuit de dimanche à lundi par des hommes armés dans un village du territoire de Beni en RDC. C'est ce qu'ont indiqué les autorités congolaises, faisant état de représailles entre villageois. Et dans le dossier santé en Algérie, 421 nouveaux cas confirmés de Covid-19, 266 guérisons et 5 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Le ministère de la Santé rappelle que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d'hygiène et de distanciation physique tout en insistant sur le respect du port du masque.
Au Madagascar, face à l'augmentation des cas ces dernières semaines et en prévention d'une recrudescence du Covid-19 après les fêtes de fin d'année, les autorités ont décidé de rouvrir 2 centres pouvant accueillir environ 400 patients, des centres destinés à prendre en charge des formes modérées du coronavirus. Les cas graves restent soignés dans les hôpitaux, selon le ministère de la Santé. Et en France, le projet de loi sur le pass vaccinal n'est toujours pas approuvé. L'examen du projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal a fait l'objet d'une suspension surprise par l'Assemblée nationale hier soir. Une majorité de députés ont voté à main levée contre la poursuite des débats après minuit. Et direction les États-Unis. C'est l'événement incontournable pour tous les amateurs de nouvelles technologies. Le CES, Consumer Electronics Show de Las Vegas, créé en 1967, est devenu le plus grand salon au monde dédié à l'innovation technologique. Cette année, le CES sera raccourci à cause d'Omicron. Ce sera avec un jour en moins. De grandes firmes aussi ont annulé leur participation à cet événement international. Neylaït Hamouda. Le méga salon mondial de la haute technologie sera lâché par ses plus grands exposants. Le CES de Las Vegas ouvre quand même ses portes malgré la flambée de Covid. Au prix de quelques grands sacrifices, il finira un jour plus tôt. Il se déroulera donc à Las Vegas du 5 au 7 janvier, au lieu d'une fin prévue le 8. Covid-19 oblige, seuls 2200 exposants ont confirmé leur présence au CES 2022, contre plus de 4500 lors de la dernière édition en présentiel. Les exposants devront être vaccinés et le port du masque sera lui obligatoire. Parmi ceux qui ont annulé, l'opérateur de téléphonie mobile T-Mobile. Son PDG devrait prononcer un discours d'ouverture, annonce qu'il va limiter considérablement sa participation en personne. Le fabricant d'ordinateurs Lenovo, Twitter et la société mère de Facebook Meta seront absents. Pour son édition 2021, le monde de la tech n'avait pas d'autre choix que de s'appuyer sur le numérique. Il est passé au mode virtuel. Pandémie de Covid-19 oblige. Le CES 2022 réussira-t-il malgré tout à marquer les esprits des professionnels et amateurs high-tech? Réponse demain, 5 janvier. Politique à présent aux Pays-Bas pour son 4e mandat, le Premier ministre libéral Mark Rutte a dû accepter les exigences de ses partenaires, notamment du Parti social-libéral. Il a formé une équipe quasi paritaire en genre de 20 ministres et 9 secrétaires d'État. Le nouveau gouvernement de Mark Rutte met désormais l'accent sur le social. Mohamed Amin Aberkad. Il est en passe de battre tous les records de longévité au sein du gouvernement des Pays-Bas. Mark Rutte, 54 ans, devra à moins d'une surprise entamer son 4e mandat à la tête du gouvernement du pays. En apparence, rien ne bouge aux Pays-Bas ou pas grand-chose. Mais le Premier ministre repart pour un 4e mandat. Son nouveau gouvernement détaillé dimanche 2 janvier repose sur le même équilibre au terme de 9 mois de tractation. Et pour vaincre le scepticisme ambiant, Mark Rutte devra composer avec une équipe largement remaniée de 20 ministres et 9 secrétaires d'État. Rutte, et conformément à la tradition, reçoit un par un depuis hier lundi, avant la présentation du gouvernement au roi Willem Alexander et de son intronisation officielle prévue pour le 10 janvier. Présenté à la mi-décembre, après 9 mois de discussion, le programme de la coalition est le reflet d'une relative perte d'influence de Mark Rutte, même s'il a une nouvelle fois conduit son parti à la victoire en mars 2021. Déstabilisé par l'affaire dite des allocations qui avait pénalisé des milliers de familles injustement soupçonnées de fraude aux prestations en faveur des familles, le chef du gouvernement a dû cette fois adopter un discours plus social et accepter les conditions de ses partenaires. La coalition promet une augmentation du revenu minimum de 7,5%. Les crèches seront quasi gratuites pour les parents qui travaillent. Les salaires des enseignants primaires seront alignés sur ceux du secondaire. Dans le même temps, l'exécutif promet des baisses d'impôts pour les classes moyennes. Ce n'est pas tout, puisque 3 milliards par an sont prévus pour la défense. On va rester en Europe. 28 000, c'est le nombre de personnes qui ont traversé la Manche en 2021, un chiffre qui a triplé par rapport à l'année précédente. Ce phénomène qui est devenu source de tensions diplomatiques entre le Royaume-Uni et la France. Les détails avec Amin Touta. Un chiffre inédit du phénomène d'immigration illégale pour l'année 2021.
Entre la côte britannique et française, 28 395 personnes ont traversé la Manche selon le ministère de l'Intérieur britannique, soit le triple de l'année 2020. Une tragédie qui s'est amplifiée depuis plus de 3 ans après la décision de boucler le port de Calais et l'Eurotunnel afin de décourager les candidats à l'immigration. Mais le nombre n'a fait qu'augmenter. Et aux côtés des chiffres alarmants, des tensions diplomatiques se sont déclenchées entre Paris et Londres en raison de la gestion de la crise. La France reprochait au Royaume-Uni d'avoir un marché attractif pour les migrants, ce qui a transformé les côtes françaises nordiques en un passage de transit. De son côté, le Downing Street travaille sur un projet de loi qui vise à renvoyer les illégaux dans les pays par lesquels ils ont transité, ainsi que la sanction des réseaux de passeurs. Au péril de leur vie et en dépit des dangers, les candidats effectuent généralement la traversée dans des embarcations de fortune, peu équipées et dans des conditions climatiques défavorables. Rien que pour le mois de novembre, plus de 6000 personnes ont effectué la traversée. Au même mois, 27 personnes sont décédées après le naufrage de leur bateau. Ils étaient pour la plupart des Irakiens et parmi les victimes se trouvaient un enfant et 7 femmes. Au Yémen, au large de la ville portuaire de Hodeïda, les Houthis exhibent le cargo battant pavillon émirati capturé hier. Le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Sarri, a affirmé que le cargo transportait du matériel militaire. Le bateau est entré dans les eaux yéménites sans aucune autorisation et se livrait à des actes hostiles, a accusé sur Twitter Yahya Sarri. La coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite parle, elle, d'un navire transportant du matériel médical. Au Yémen, toujours, près de 200 personnes sont mortes dans de violents combats dans le nord du pays ces dernières 24 heures. Il s'agit d'affrontements entre les forces pro-gouvernementales et les rebelles Houthis. Selon l'ONU, la guerre a tué 377 000 personnes, dont environ 227 000 décès dus aux conséquences indirectes du conflit, comme le manque d'eau potable, la faim et les maladies. Les 5 pays membres du Conseil de sécurité, les États-Unis, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni et la France, se sont engagés à prévenir la poursuite de la dissémination des armes nucléaires dans une déclaration commune en pleine négociation avec l'Iran. Ces 5 puissances nucléaires soulignent leur volonté de travailler avec tous les États avec pour objectif ultime un monde exempt d'armes nucléaires, précise la présidence française qui coordonne les travaux de ces pays depuis 2 ans. Un tribunal canadien a accordé une compensation financière de plus de 100 millions de dollars aux familles de 6 personnes décédées à bord d'un Boeing ukrainien abattu par erreur au-dessus de Téhéran il y a près de 2 ans. L'avion s'était écrasé le 8 janvier 2020 avec 176 personnes à son bord, en majorité des Iraniens et des Canadiens. Au Liban, le quotidien El Diyar indique que l'économie libanaise devrait être lourdement impactée par la hausse des prix des matières premières, notamment alimentaires et énergétiques. Le Liban nécessite donc 6 milliards de dollars d'aide juste pour couvrir les frais liés aux dépenses publiques et les besoins économiques essentiels au premier semestre de la nouvelle année. À Taïwan, un puissant séisme s'est produit hier au large de la côte Est. La secousse a été ressentie dans la capitale, Taipei, sans faire de victimes ou de dégâts, selon les autorités. Le Bureau central de météorologie taïwanais a estimé la magnitude à 6, avec une profondeur de 19 km et un épicentre à 56 km à l'est de Hualien. Autre catastrophe naturelle en Indonésie cette fois. De fortes inondations sur l'île de Sumatra ont provoqué l'évacuation de quelques 24 000 Indonésiens et la mort de 2 enfants. Des pluies torrentielles se sont déversées sur le nord de l'île indonésienne depuis le 31 décembre, faisant déborder des cours d'eau et portant le niveau de l'eau jusqu'à 3 mètres dans les zones résidentielles.
Et direction Haïti, où le Premier ministre Ariel Henry a dénoncé une tentative d'assassinat contre sa personne lors des célébrations de la fête nationale organisée samedi dans la ville des Gonaïves. Ariel Henry et les officiels présents ont été contraints de fuir précipitamment la ville des suites d'affrontements entre la police et des groupes armés. Elizabeth Holmes au cœur d'un scandale, ancienne star de la Silicon Valley qui promettait de révolutionner les tests sanguins avec sa start-up Theranos. Elle a été plutôt condamnée pour fraude par un tribunal de Californie. Après plus de 3 mois de procès et 50 heures de délibération, le jury du tribunal de San José l'a reconnue coupable d'escroquerie envers des investisseurs, mais l'a acquittée de certains chefs d'accusation. Et on reste aux États-Unis avec d'incroyables images. Après une période des fêtes marquée par des températures particulièrement douces, une tempête de neige a balayé Washington et sa région hier, entraînant la fermeture des services fédéraux et des écoles, l'arrêt des bus et accentuant les perturbations du trafic aérien. Au Venezuela, le président autoproclamé Juan Guaidó revient jouer les troubles fêtes dans une scène politique marquée par l'instabilité. Il a été confirmé ce mardi au poste de président par intérim par l'Assemblée nationale. Une assemblée sans réel pouvoir. Plus de détails avec Safouane Ben Sabri. Après une période marquée par une relative discrétion, Juan Guaidó a été confirmé au poste de président par intérim pour 1 an dans la nuit du lundi au mardi 4 janvier par l'Assemblée nationale, élu en 2015 mais ne bénéficiant pas d'un pouvoir effectif. Le gouvernement intérimaire mené par l'autoproclamé président par intérim contrôle plusieurs avoirs et biens vénézuéliens à l'étranger mais ne bénéficie d'aucun pouvoir dans son pays, dirigé de fait par Nicolás Maduro. En outre, après de nombreuses critiques sur leur gestion du pays, les opposants ont quelque peu réformé les attributions du gouvernement intérimaire en supprimant des postes et en promettant un meilleur contrôle des fonds. En février 2019, le procureur général vénézuélien avait dévoilé des photos sur lesquelles on pouvait identifier Juan Guaidó aux côtés de membres de groupes narcotrafiquants et paramilitaires colombiens. Le président autoproclamé s'était défendu en déclarant qu'il ne savait pas que ces individus étaient des membres de groupes d'un cartel de drogue. Pour rappel, en janvier 2021, l'Union européenne a cessé de reconnaître Guaidó comme président par intérim. La Colombie et les États-Unis continuent à être les seuls soutiens du président autoproclamé dans un pays en proie à des ingérences étrangères depuis 2015. On reste au Venezuela, mais pour parler économie, où le président Nicolás Maduro a annoncé que la production de pétrole est proche d'atteindre le cap du 1 million de barils par jour, en affirmant que l'objectif de l'année prochaine sera de doubler ce volume. Le président vénézuélien a aussi assuré que le pays, qui a traversé une longue période de crise économique, avait retrouvé la croissance au 2e semestre de 2021 et est sorti de la crise d'hyperinflation. On va continuer à parler énergie, cette fois-ci avec la réunion de l'OPEP+, qui s'est tenue ce mardi. Une décision en est ressortie, une décision qui va dans le sens des dernières spéculations des observateurs du secteur. Les détails avec Révidim Batache. Une hausse de 400 000 barils par jour sera effective dès le mois de février. L'OPEP et ses alliés ont décidé d'augmenter la production de l'or noir sur fond de tendance haussière au niveau des cours. C'est ce qui est ressorti de la 24e réunion ministérielle de l'OPEP et l'OPEP+, qui s'est déroulée ce mardi et qui a connu la participation du ministre de l'Énergie et des Mines algérien, Mohamed Arqab. Une décision plutôt attendue par les observateurs qui ont parié sur une hausse de la production, car l'effet de la propagation du variant Omicron sur la demande reste relativement faible pour le moment. Cette réunion, nous avons examiné plusieurs rapports d'experts sur l'évolution du marché pétrolier international et aussi nous avons examiné l'impact dû surtout
surtout du Covid et du dernier variant, Omicron, sur l'approvisionnement et aussi sur toutes les activités des pays industrialisés. Par ailleurs, et au titre de cette décision, l'Algérie portera son niveau de production durant le mois de février à 982 000 barils par jour, soit une hausse de 10 000 barils par jour. Donc, ce qui ressort de la réunion aujourd'hui aussi, nous avons noté avec satisfaction que le taux de conformité de l'ensemble des pays signataires de l'accord a atteint les 117%. Donc, c'est un taux très appréciable qui a permis aussi de prendre une décision par rapport à l'évolution du marché et surtout pour le mois de février, d'augmenter notre production OPEP et non OPEP de 400 000 barils par jour. Cette augmentation pour l'Algérie signifie 10 000 barils par jour, donc notre production va passer à 982 000 barils par jour pour le mois de février. Monsieur Arqab, qui a tout de même fait part d'un sentiment de prudence ayant prévalu sur la nature des discussions, a déclaré que les cartels resteront attentifs à l'évolution du marché et pourront de ce fait réagir à tout changement conjoncturel. Que les fondamentaux du marché sont corrects. Et nous allons continuer le monitoring pour pouvoir ajuster ou intervenir en cas échéant, mais beaucoup plus les contacts entre les pays OPEP et non OPEP et de rester vigilant par rapport à cette phase de propagation du virus. Ce mardi, les prix du brut repartaient à la hausse en prévision des décisions de cette réunion. À l'issue du conciliabule des pays producteurs et leurs partenaires, le baril de Brent de la mer du Nord a atteint les $80 à Londres, tandis qu'à New York, le baril de WTI était tout proche des $77. À noter que la prochaine réunion OPEP+, est prévue pour le 2 février prochain. Et la situation économique qui se complique en Turquie, l'inflation s'est envolée à 36,08% sur un an en décembre, un record depuis septembre 2002 dû à la dégringolade de la livre turque qui place le président Recep Tayyip Erdogan en position inconfortable à 18 mois de la prochaine élection présidentielle. Et on va parler sport avant de se quitter. Football, à quelques jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, la sélection nationale algérienne continue son stage de préparation à Doha, au Qatar. Les poulains de Djamel Belmadi vont s'opposer demain en amical contre la sélection du Ghana à partir de 17h à Education City Stadium. Les Fennecs vont évoluer en vert. En face, les Black Stars du Ghana seront vêtus en jaune. Une affiche qui va conclure le stage de préparation avant de s'envoler pour le Cameroun, plus exactement dans la ville de Douala. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo avec Amel Amaziane Zitouni. Quant à moi, je vous retrouve demain pour votre édition du 13h. D'ici là, passez une excellente soirée sur Al24 News.